Bonjour, je suis le docteur Sikora. Troisième tentative parce qu'il y avait des problèmes de son, donc normalement c'est bon. Donc c'était fait un petit peu improvisé au début. Là c'est le troisième passage, donc ça allait moins. Bon, c'est le début. Alors, il y a des conflits d'intérêts parce que le laboratoire Otsuka a payé à ma femme et moi au total 160 euros de bouffe dans des restos. Il y a trois restos, je crois. Nous, ça nous avait été présenté plus comme des réunions de service quand on était praticien à l'hôpital. Mais bon, c'est pas. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, il y a ce conflit qui est déclaré. Je pense pas que ça ait influencé ma pratique, mais je crois qu'il y a une obligation légale de le faire. C'est fait. Je pense que c'est bien de vérifier qui a quoi comme conflit d'intérêt. Il y a le site transparence.gouv.fr là, qui permet de voir quel médecin a touché combien. C'est pas que tout le monde est vendu, hein, mais c'est bien d'avoir une idée à peu près parce que il y a des limites à l'impartialité humaine. L'idée là, c'est de faire dans l'autre sens parce qu'il y a eu des QCM de pharmaco et je pense que c'est bien de le faire dans l'autre sens, c'est d'abord de la clinique. Vous pouvez pas faire de pharmaco si vous n'avez pas des bases de clinique. C'est le début des emmerdes. Et en fait, les meilleurs bouquins de pharmaco, il y a de la moitié qui passe sur la clinique avant, surtout en psychiatrie. Et la seule clinique qu'on a en psychiatrie, c'est le DSM. Et donc, il y a un mouvement de personnes qui est anti-psychiatrie, qui ont des positions un peu extrêmes et je pense qu'ils sont parfois pas tenables. Et puis un mouvement de psychiatrie un peu plus critique, qui ont des positions parfois tout aussi extrêmes d'ailleurs. Là, c'est psychiatrie critique. C'est moi qui ai mis ça en titre parce qu'il faut bien mettre quelque chose. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se différencier, se prendre un peu de recul avec ce qu'on a en termes de données evidence-based, parce que je pense que c'est un terme qui est un petit peu, qui petit à petit perd de sa pertinence en psychiatrie là. Le moment où ça déconne le plus, à mon avis, c'est à la base, c'est sur la façon qu'on a de faire les diagnostics. C'est basé sur le DSM. Et donc là, c'est des exemples de ce qui va pas, hein. On peut pas passer tout notre temps sur le DSM parce que si on doit dire tout ce qui va pas, on en a pour 15 heures. Mais l'idée, c'est de faire des épisodes de ce style un peu plus critique et un peu plus affirmé et peut-être plus polémique. Donc normalement, c'est sur la chaîne de La Psy du Soleil, là. Mais je sais pas trop si c'est leur truc. Donc, avant d'avoir en attendant d'avoir leur retour, je le fais de mon côté, si ça veut bien marcher. Le DSM, alors, objectif, c'est pour professionnels de santé ou patients qui sont devenus professionnels à force d'être dans le parcours de soins. Mais du coup, je pars du principe qu'il y a des bases qui sont acquises parce que sinon, on peut pas avancer. Le DSM, c'est rédigé par l'APA. Et du coup, c'est l'Association américaine de psychiatrie. Et le budget de l'APA, il est constitué majoritairement par la vente du DSM. Donc il y a plusieurs versions qui sortent. Ils ont tout intérêt à sortir des versions. Ils sortent des versions tous les 10, 15 ans, mais en fait, c'est plus lié à la nécessité de mettre les finances à flot que de mettre la science à jour, parce que la science n'est pas lente à ce point-là, et on pourrait faire des mises à jour toutes les 6 mois, que ça ne serait pas déconnant du tout. Les deux tiers, a priori, de l'APA, là, c'est les finances de l'APA, c'est le DSM. Et en fait, avant, c'était les labos pharmaceutiques. C'était quand même pas très classe. Et du coup, ils ont changé vers le premier rentrée d'argent comme le DSM. Mais donc, il faut avoir ça en tête, c'est que c'est rédigé par des gens qui ont des enjeux financiers grâce à la rédaction de ce document. Donc, d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui a un objectif supplémentaire que juste des descriptions cliniques. On est d'accord. Et il y a une histoire du DSM. Et alors, moi, il y a plein de trucs, on pourrait parler, mais les éléments essentiels, là, c'est
la rédaction du DSM, elle a été revue plusieurs fois. La première et la seconde version du DSM, il n'y avait pas trop d'enjeux parce que c'était analytique. Les psychiatres pratiquaient de façon psychanalytique exclusivement, et donc les diagnostics qu'il y avait n'étaient là que pour permettre le remboursement par les sociétés, par les assurances maladie, etc., les mutuelles et tout le taram. Alors, en fait, on pouvait un peu avoir ce qu'on voulait dedans. C'est pas très intéressant, personne s'en servait vraiment au-delà de ça. Donc leur histoire est un petit peu tombée dans l'oubli. C'est quand il y a eu le DSM-3 que ça s'est compliqué. Le DSM-3, le chairman là, qui était en charge de ces réactions, c'était Spitzer, de mémoire, ouais, Spitzer. Et c'est arrivé un petit peu après l'arrivée des neuroleptiques, des antipsychotiques, de la chlorpromazine, du lithium, etc. Et donc, il fallait quand même réussir à intégrer les données que la découverte de ces molécules avait permis dans le DSM. On ne peut pas continuer à avoir des considérations analytiques exclusives alors qu'il y avait des gens qui sortaient de l'hôpital et qui, en 2 mois de thérapie, allaient mieux qu'en 25 ans de psychanalyse. Et ce n'était pas possible, ils étaient obligés de faire comme ça, ils étaient obligés d'intégrer ça. Et le problème, c'était bah, comment est-ce qu'on met les données à jour, sachant qu'à l'époque, on avait décrit des trucs uniquement parce que ça nous arrangeait ou alors parce qu'on avait intuité que c'était comme ça. En fait, le DSM tel qu'il était dans sa version 2 là, et ben, c'était des considérations observatoires. En fait, on décrivait ce qu'on voyait et du coup, il n'y avait rien ni personne qui empêchait d'arriver et de décrire et d'avoir une sémiologie extrêmement riche et intéressante au demeurant, hein. Mais c'était plus de la littérature que de la science, en tout cas plus de la littérature que de la médecine. Et c'est pour ça que personnellement, euh, les, les descriptions, etc., toutes les classifications qui sont basées sur de la sémiologie descriptive pure sont intéressantes peut-être, mais certainement pas suffisantes pour traiter les patients. Alors en fait, le type du DSM-3, il a été contacté par des psychiatres qui avaient rajouté pour la définition des troubles des éléments tels que l'âge de début des troubles, l'évolution de la maladie, les antécédents familiaux. Ça, c'est le Research Domain Criteria. Donc, c'est 1970, les papiers. Et en fait, les types qui ont fait ça, ils ont cravaché jour et nuit, et ils ont sorti entre 20, 14 diagnostics. Euh, et donc, c'était pas des maladies, on est d'accord, mais c'était des clusters de symptômes avec d'autres éléments que l'observation. Donc, encore une fois, les considérations d'évolution, les considérations d'âge de début, de pronostic, etc. Et grosso modo, il y en avait 14, quoi, un truc du genre. Voilà, louche. OK. Il fallait après rédiger le DSM-3. Et c'est une assemblée, en fait. C'est pas les chercheurs qui ont le dernier mot. Quand vous faites un papier sur la migraine, eh ben, il y a la société savante de machin qui véhicule les considérations que les chercheurs ont trouvées, mais c'est pas voté ou modifié par la société de la migraine et encore moins par la Société internationale de neurologie. Là, vous avez la société de psychiatrie, là-bas, qui a reçu les psychiatres avec leurs 14 diagnostics. Et ça n'a pas été très bien reçu par les autres psychiatres qui étaient analytiques purs. Et au début, ils voulaient juste pas que ce soit présent. Donc le gars, il était un peu emmerdé, là, Spitzer, il était un peu emmerdé parce que il fallait quand même que ça coïncide. Et en fait, il a fait un compromis. Et donc le compromis, ça a été d'intégrer les 14 diagnostics avec d'autres diagnostics qui avaient été complètement créé, complètement manufacturé à l'instinct sur le moment, parce qu'en 2 ans, ils en ont sorti 292, et ça a fait le DSM-3.
Et non, c'est pour ça que vous pouvez dire qu'à cette époque, le DSM-3 était, faux à plus de 90 parce qu'il y avait 80 il y avait 272 diagnostics fictifs et une vingtaine de diagnostics fondés sur des preuves, evidence-based. Et c'est là qu'on voit que les diagnostics dans le DSM sont pas tous nés égaux. On va le revoir après. Il y en a qui sont le fruit de décades de recherche et il y en a qui sont le fruit de craintes, de considérations sociétales, de considérations parfois suspectées d'être pharmacologiques ou en tout cas portées par les labos. Et ça pose souci. Ça pose souci parce que le tout venant, moi, quand j'étais interne, on m'a présenté le DSM et on m'a pas dit, tiens, fais gaffe, ça c'est merdique. On m'a sorti ça un peu comme la Bible. Et c'était pire que ça. Je pense c'est qu'en France, la psychiatrie psychanalytique a encore une bonne place et que on a parfois cette espèce de combat où on nous propose le DSM comme étant l'étape d'après, le futur, ou en tout cas quelque chose qui permet de se distancer de la psychanalyse, de la psychiatrie psychanalytique. Et ça pose aussi des soucis. Ça pose aussi des soucis. Donc ils ont fait le DSM-3, ça c'est 80. Et puis ça a posé les fondations qui n'ont pas trop bougé parce qu'ils ont fait le DSM-4 en 94. Et puis le DSM-4 TR en 2000, puis le DSM-5 en 2013 et le DSM-5 TR en 2022 ou 2023. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a toujours des petits changements à droite à gauche là qui sont interrogeants, mais ça n'a pas changé grand-chose. Le, le DSM-3, il a transformé la maniaco-dépression, la maladie maniaco-dépressive, la psychose maniaco-dépressive, la maladie maniaco-dépressive, en d'une partie le trouble bipolaire et de l'autre partie l'épisode dépressif majeur, et puis après épisode dépressif caractérisé dans le DSM-4. On verra que l'idée était bonne et les raisons pour le faire étaient bonnes, mais l'exécution ne l'a pas été. Le DSM-4, il a amené entre autres le trouble bipolaire de type 2. Et donc l'idée était bonne, mais la rédaction du trouble bipolaire de type 2 est complètement déconnante. Ça n'a pas de sens, ne serait-ce qu'en termes de durée. Là, il y a 4 jours. Admettons que ce soit 4 jours. Juste après, dans la description, ils disent il faut que ce soit présent la plupart des jours. Alors, on ne sait pas si c'est 4 jours, si c'est la plupart des jours, si c'est 4 jours en continu. Enfin, et le manque de rigueur est omniprésent. C'est Kelly qui a décrit ça dans son bouquin, là. C'est assez classe. Et le DSM-5, il n'a pas changé grand-chose. Le DSM-5-TR non plus. Il a rajouté le deuil prolongé. Ils ont fêté l'abolition de l'homosexualité dans le DSM depuis 50 ans. Alors ça, c'est faux. Dans le DSM, l'homosexualité, ça a posé souci que ce soit là. Ça a été enlevé parce que les gens se sont battus au sens littéral du terme, hein. Il y a des gens qui étaient homosexuels qui sont rentrés de force dans les congrès de l'APA pour que ça puisse, pour pouvoir être entendu. En fait, ils sont battus, et ça s'est fini un peu de la même façon qu'avec le RDC, là, le Research Domain Criteria. Et en fait, ils ont fait un compromis, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'homosexualité, mais ils l'ont mis dans un autre groupe, un autre petit groupe avec autres troubles spécifiés ou non spécifiés. Et là, vous pouviez être classé dans le DSM parce que si vous aviez des difficultés avec votre propre sexualité, donc en fait, ils codaient plus à cet endroit-là du DSM, ils codaient dans la partie un petit peu derrière le rideau. Les parties derrière le rideau pour le DSM-5, par exemple, c'est vous avez trouble bipolaire type 1, type 2, cyclothymie, ok. Et puis après, vous avez autre trouble bipolaire spécifié. Donc là, il y a le trouble bipolaire qui dure moins de 4 jours dans ses phases hypomanes. Et puis vous avez le trouble bipolaire non spécifié. En fait, là, c'est un petit peu fourre-tout. Donc c'est présent dans le DSM, mais en pratique, ça ne sert pas. Mais donc il faut, je pense, avoir en tête l'idée, l'historique un peu du DSM et la façon dont c'est rédigé, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout une Bible, c'est pas du tout quelque chose de pertinent en clinique, et c'est pas du tout quelque chose de pertinent en recherche, et c'est une des raisons qui fait que la recherche en psychiatrie foire.
et c'est certainement pas pertinent quand il faut choisir les molécules ou poser des diagnostics aux patients parce que dans le DSM-5, des diagnostics, il y en a pas un seul. Il y a éventuellement des symptômes, des syndromes et dans les syndromes pertinents qu'il y en a pas plus d'une vingtaine et ça n'a pas changé depuis que ça a été créé. Il y a plusieurs problèmes dans le DSM, alors je sais même pas par où je vais commencer. Il y a, je pense d'abord le fait que c'est exclusivement phénotypique, c'est-à-dire que il y a personne qui dit: «Vous avez un trouble fièvre, vous avez un trouble, plaque rouge» et la médecine a pris son envol à partir du moment où on a, en plus de l'observation clinique, rajouté des marqueurs, alors que ce soit, de l'imagerie, de la neuroimagerie, des prises de sang, des bilans, ce que vous voulez. Mais juste l'observation clinique ne suffisait pas et les histoires, glauques un peu de la médecine avant cette époque, sont légion. En psychiatrie, on est resté à ce stade-là et donc c'est vraiment: «Qu'est-ce que je vois?» Le souci de ça, c'est que, c'est d'une spécificité qui est inquiétante, que la plupart des gens, heu, vous leur posez la question et ils vous racontent leur vécu, subjectif. Donc il y a encore, quelque chose qui peut fausser tout ça et à la fin, je veux dire, à la fin là, vous pouvez avoir de la même façon que vous pouvez avoir une pneumonie qui ressemble à une pneumonie, il y en a une qui est virale, l'autre qui est, bactérienne, la prise en charge n'a rien à voir, OK? Si jamais vous faites ça en pneumologie, vous êtes cuit, d'accord? Et donc quand les gens viennent vous dire: «Quel est mon diagnostic?» et ben, vous avez du mal à leur proposer un diagnostic parce que les diagnostics qu'on a, on est à l'âge de pierre par rapport aux autres disciplines médicales, OK? Le coût des biomarqueurs en psychiatrie, ça fait des décades qu'on est dessus. Pour le moment, ça donne rien. On en est aux GWAS, là, aux associations génomiques, avec un nombre de patients vertigineux et on n'arrive pas à traduire ça comme quelque chose d'utile en pratique. C'est INSEN, hein, INSEN qui a dit que donc là, c'est le directeur du NIMH, qui a dit que, bah, effectivement, on a dépensé un pognon de dingue, comme disent les grands, mais qu'on n'a pas réussi à faire avancer la prise en charge pour les patients grâce à ça. Et donc il y a un problème de le phénotype ne suffit pas. Le moment où ils ont annoncé la publication du DSM-5 ou le DSM-5 est sorti, excusez-moi, en 2013, le directeur du NMH disait que les critères du DSM-5 n'étaient plus utilisables pour faire de la recherche, tellement on trouvait rien, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de la recherche si vous avez des définitions qui sont pourries, parce que personne cherche la même chose et vous avez un espèce de panier avec des pommes de toutes les variétés différentes dedans. Et donc, quand vous essayez de chercher des choses en commun ou des trajectoires, des prises en charge, etc., ben, vous ne trouvez pas grand-chose. Alors, je dis pas que c'est que ça, mais ça joue de façon certaine et ça joue suffisamment pour que le directeur du NMH dit: «Écoutez, on arrête avec ça» et on a fait les RDoc. Et alors les RDoc, c'est l'inverse du DSM, c'est, neurobio, pur. Donc ils ont quasiment viré la clinique. Donc là, il y a une difficulté, d'équilibre à trouver. Je dis pas que c'est facile, hein, mais ils sont passés sur autre chose. Donc on est d'accord, le RDoc de 2013, publié vers les années 2000, considéré comme étant la base pour la recherche, pour avoir des fonds, du NIMH. C'est pas pareil que le RDC, le Research Domain Criteria de 70. Le RDC, il est clinique et le RDoc, il est biologique. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. OK. Et il y a des enjeux sociétaux dont on a déjà un petit peu parlé. Le DSM-5, le DSM-3, ils ont créé le trouble anxieux généralisé, ils ont créé ça de toutes pièces et il fallait bien que les praticiens qui voyaient des patients sur l'extérieur en ambulatoire puissent coder un truc pour les assurances et du coup, ils ont créé le tag. Ça a été créé parce que c'était pratique. C'est pas que c'est mal ou c'est bien, mais quand vous présentez aux gens le diagnostic de tag, et ben, vous faites un truc qui est
discutable et c'est pour ça que en fait, la spécificité du TAG est désastreuse. C'est-à-dire que les comorbidités du TAG sont légion et c'est un trouble où la corrélation entre 2 psychiatres est catastrophique. C'est comme pour l'EDC, l'épisode dépressif caractérisé là. Vous faites un patient qui est vu par un psychiatre. Le psychiatre lui donne le diagnostic de décès. Vous le faites voir par un autre psychiatre un peu plus tard. Le psychiatre trouve le même diagnostic que le premier dans 20% des cas. Donc il y a une corrélation de 20%, 20-25% sur ce trouble-là. C'est de pire en pire à chaque version du DSM. Et donc c'est un désastre, c'est catastrophique en fait de faire ça. Et on est la seule discipline en médecine, je pense, où on peut faire la promotion d'un enseignement en se basant sur les 9 critères de l'épisode dépressif, alors que la réalité clinique et la réalité en termes de définition est aussi mauvaise. OK? Donc en fait, ça n'est, je pense, enfin, c'est tellement faux que je sais même pas si c'est encore utilisable et c'est un truc que les praticiens finiront au fur et à mesure par laisser tomber parce que le décès tel qu'il est écrit dans le DSM-5, ça ne sert pas en pratique, ça ne sert pas en recherche, ça sert pour faire les remboursements des assurances, mais dans ce cas-là, on fait juste ça et on passe à autre chose et on est en France, donc on peut juste faire les codes SIM 11 là et c'est fini, hein. On peut foutre le DSM aux toilettes, ça passerait pareil. Il y a le problème des cut-offs où, ça répond à des enjeux financiers, on est d'accord? Et donc, il faut bien à un moment dire: «Vous avez le trouble ou vous l'avez pas» et si vous l'avez, à partir de quand vous l'avez ou pas, c'est inéluctable ça. Vous allez pas envoyer des matrices de symptômes cliniques aux assurances en leur montrant où est le patient un petit peu près à ce niveau-là, c'est pas gérable. Et donc il faut bien, mettre des cut-offs. Le problème, c'est que les quelques cut-offs qu'il y a dans le DSM, ils sont complètement arbitraires. Il y a la phase maniaque de 7 jours. On ne sait pas comment c'est arrivé là, mais pourquoi pas. Ils ont fait la phase hypomane de 4 jours. On ne sait pas comment c'est arrivé là, mais pourquoi pas. Là où ça déconne, c'est que quand ils font les études derrière et que les scientifiques soumettent le résultat de cette étude et de ces études, parce qu'il y en a pas qu'une, pour que soit modifié le texte dans le DSM et qu'en fait, les gens qui font des phases hypomanes de 4 jours ou de 2 jours et ben, c'est les mêmes que ceux qui font des phases hypomanes de 4 jours. Le pronostic est le même, les diagnostics sont les mêmes, la réponse au traitement est le même et ben, en fait, c'est pas fait. C'est pas fait parce qu'ils ont qu'une peur, le DSM, c'est qu'il y ait trop de patients bipolaires. Alors si vous réduisez la durée pour la phase hypomane et ben, il y a plus de gens qui sont peut-être diagnostiqués et cette peur d'avoir des patients, trop de patients diagnostiqués d'un trouble bipolaire, elle est omniprésente. Le DSM-5, ils ont créé le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle pour éviter qu'il y ait trop d'enfants qui soient diagnostiqués d'un trouble bipolaire. En fait, c'est un trouble qui sort de nulle part. Je sais même pas si les pédopsychiatres se servent de ça tellement c'est fumeux. Et en fait, en gros, ça veut juste dire, vous pouvez mettre les patients là, qui sont des enfants qui sont irritables tout le temps, mais on a peur de les diagnostiquer d'un trouble bipolaire. Et donc, on a créé cette catégorie. C'est étonnant parce que le trouble bipolaire chez l'enfant, en moyenne, ça commence pas à cet âge-là et quand il y a des phases maniaques chez l'enfant, en fait, la concordance et la stabilité du diagnostic, elle est exceptionnelle. Vous êtes à 80-90 de d'enfants qui préservent ce diagnostic et donc je sais pas si c'est un truc dont il fallait préserver, que ce soit les patients ou les physiciens, mais ça, c'est encore un autre débat. Et donc en fait, voilà, dès qu'il y a une durée dans le DSM-5, il faut se demander d'où ça sort. 14 jours pour un épisode dépressif caractérisé, 1 an pour la cyclothymie, 2 ans chez les adultes, on ne sait pas trop. Le TDAH, en dessous de 7 ans, en dessous de 12, enfin, voilà, je vais pas m'étendre, mais ils sont faits de façon arbitraire et quand ils sont étudiés, parce qu'on commence sur un truc, on met ça et c'était le discours du DSM-3, hein. C'était: «Bon, bah, écoutez, il y a des diagnostics, on n'est pas très fiers, mais on va les laisser quand même et puis avec le temps, si on voit que, c'est pas terrible et ben, on les virera».
et bah, ils ont pas été virés. Non seulement ils ont pas été virés, mais ils en ont rajouté d'autres et le raisonnement scientifique derrière n'est toujours pas là. Donc ça pose souci. Sur le plan sociétal, j'en ai déjà parlé. Il y a la dysphorie de genre là, qui reste dans le DSM pour que les gens puissent être remboursés. Parce que sinon, ils auraient bien aimé l'enlever. Et ça, c'est pareil, c'est pas grave, mais ça atteste du caractère sociétal du DSM. Et vous pouvez pas avoir quelque chose qui fait à la fois des enjeux qui répondent à des enjeux sociétaux, qui répond à des enjeux de prise en charge clinique, qui répond à des enjeux de remboursement. Enfin, c'est pas possible, ça peut pas tout faire, ou alors ça fait certains trucs mieux que d'autres. Il y a aussi la question de, sur le plan financier, il n'y a pas 75 000 experts psychiatres. Et quand vous regardez qui rédige le DSM-5, il y a des gens qui ont reçu une quantité faramineuse de fonds de la part des labos. Et je dis pas qu'il faut les virer, mais la question de l'intégrité se pose quand on est sur ce genre de montant. C'est pareil, c'est pas il faut virer tout le monde, dès qu'on a reçu de l'argent, on est mauvais. Mais ça fait partie des questions qui sont pas forcément, je pense, dans la tête des gens et moi, en tout cas, qui étaient pas dans ma tête quand je me suis pointé en tant qu'interne avec mon DSM. Il y a une approche qui est catégorielle et ça, bah, c'est vraiment: «Est-ce que vous avez un trouble bipolaire? Pas». Donc il y a des cut-offs qui sont faits, ça c'est nécessaire. L'approche catégorielle, elle est beaucoup plus pratique. Sur le plan financier, elle est beaucoup plus pratique. Sur le plan sociétal, elle est beaucoup plus pratique. Vous avez un trouble bipolaire, bah, je vous mets une ALD ou je sais pas quoi. Mais la nature ne nous a pas fait la grâce de nous donner ce genre de problématique. Donc aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le en tout cas, ma vision, c'est ce que je vous dis, j'ai rien inventé, je suis pas assez intelligent pour ça. C'est, un espèce de concentré de différents experts sur le sujet. Donc il y a Phelps, il y a Gamy, il y a Chris Aiken, enfin, il y a plein de trucs. Vous trouvez les références si vous achetez un bouquin sur le sujet dans les auteurs dont je vous ai parlé là. L'approche catégorielle, je pense, répond pas à ce qu'on peut observer et probablement que notamment le trouble bipolaire, c'est un spectre et que du coup, il y a des gens qui sont très bipolaires, d'autres qui sont moins bipolaires. C'est un spectre en termes d'intensité, hein, là, vous l'êtes très, là, vous l'êtes pas beaucoup. C'est aussi un spectre sur les différents facteurs modérateurs qu'on peut connaître. Donc genre dans les patients atteints de trouble bipolaire, il y a des gens qui sont très psychotiques lors de leur phase, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont très TDAH, de façon, régulière, indépendamment des phases, d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, tout ça, c'est un espèce d'accordéon sur lesquels les gens peuvent, éventuellement, bouger, mais c'est certainement pas ces espèces de cases dans lesquelles on essaye de les faire rentrer et dans lesquelles les gens alors moi, c'est vrai que les patients sont un peu hétérogènes. Il y en a plein qui viennent et qui disent: «Bah, je vais être je c'est quoi mon diagnostic?» 3 ans après, ils sont stables, ça va bien, mais c'est quoi mon diagnostic? Donnez-moi. Et en fait, ben non, c'est pas, vous avez une infection, pulmonaire ou pas, c'est pas vous avez un cancer du poumon ou pas, c'est, ben, vous êtes un petit peu à ce niveau-là, sur ce spectre-là, vous êtes ici, sur l'autre, vous êtes là. Et ça marche aussi pour les problématiques psychotiques. De façon très claire, c'est un spectre, c'est pas vous êtes bien et paf, paf, vous êtes psychotique. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, c'est pas vous êtes bien et paf, vous êtes schizophrène, ça marche pas comme ça. L'approche dimensionnelle de la schizophrénie a été loupée de la même façon que, celle des troubles bipolaires l'a été. Et je pense que les patients doivent être informés de ça et de toute façon, ils le disent bien parce que, enfin, ça se voit bien quand vous arrivez, oui, vous êtes atteint d'un trouble bipolaire alors que c'est des dépressions récurrentes, ça fait un petit peu, crisper les gens. Donc il y a ce problème de l'approche catégorielle qui n'a pas été résolu, qui a commencé à être abordé sur les problématiques excusez-moi, de troubles de personnalité, où ça s'est un peu fait comme d'hab en fait, pour le DSM-5, il y en a qui ont planché en disant: «Bah, quand même les diagnostics de personnalité là, ça tient pas, genre la personnalité,
narcissique ou dépendante, ben, ça répond pas du tout aux exigences, diagnostiques. On s'y retrouve pas dans les études, ça disparaît à chaque fois, je comprends pas et donc il voulait s'inspirer de la catégorie du Big Five, qui reste le truc le plus reproduit et donc c'était bien parti et puis en fait, au moment où il fallait voter ça, parce que ça se fait au vote, hein, il y a l'assemblée qui vote, on met ça ou pas. Pas très scientifique, mais bon et donc le vote a dit: «Non, on va pas faire d'approche émotionnelle, avec les Big Five ou un dérivé dans le DSM, c'est pas prêt là, on verra plus tard». Donc ça, c'était en 2013. 2022, ils ont fait la text revision et on n'a pas vu de progrès. Donc soit en psychiatrie, la science est très lente, soit au DSM, ils mettent un peu de temps avant de se mettre, à jour ou alors c'est pas trop dans leurs priorités. Il y avait le gars là, qui avait été, interviewé où il avait dit et c'était avec Guémy, je crois d'ailleurs. Il avait dit, mais relativement satisfait, hein, que, c'était normal que la science ne fasse pas irruption dans le DSM ou en tout cas que c'était pas l'objectif premier et que les considérations pragmatiques pouvaient aussi être là et donc ça, c'est, bah, on va créer tel ou tel trouble pour éviter que mais donc c'est pas bien ou mal, hein, mais il faut avoir en tête que c'est ça dont on parle. OK? Il y a pas de hiérarchie dans le DSM-5. Il y a pas de je viens de voir qu'on verra pas le dernier mot là, mais c'est pas grave. Il y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que quand vous allez en médecine, vous prenez n'importe quelle maladie pour son diagnostic ou n'importe quelle situation aux urgences, vous avez un espèce d'algorithme. Alors, il est soit tacite, soit il est carrément écrit dans les textbooks ou dans des cours ou même dans ou placardé sur les murs de l'hosto et il y a marqué, vous éliminez d'abord ça et puis ça et puis ça et puis si jamais machin, machin, hop, peut-être que c'est ça à la fin. Mais il y a une espèce de hiérarchisation, on est d'accord? Quand quelqu'un arrive avec un souffle au cœur et des éruptions au niveau des doigts et qu'il est en état de choc et ben, on cherche une endocardite d'abord parce que c'est ce qui peut expliquer le plus de choses. On commence pas à chercher, à la fois, une allergie à un produit du travail et je sais pas quel autre truc et donc, par exemple, sur l'hypoglycémie, nous, on a tous appris, bah, vous arrivez aux urgences, il y a une altération de l'état de vigilance, vous tapez une glycémie parce que ça peut tout donner. OK? Dans le DSM, il y a pas ça. Vous avez les troubles qui sont balancés dans le même ordre depuis leur rédaction et quand vous arrivez après en tant que clinicien même en tant qu'interne, pour se démerder, bah, je sais pas comment ça se passe en fait. C'est vrai que c'est un peu spécial. On est la seule discipline médicale où c'est ça. C'est vraiment il y a pas du tout de hiérarchie diagnostique et vous pouvez pas chercher un tag et traiter le tag avant d'avoir cherché autre chose, plus que vous ne pouvez aux urgences commencer à regarder s'il a pas un intertrigo, hem, quand il y a quelqu'un qui vient avec des altérations de vigilance. Et du coup, l'hypoglycémie de la psychiatrie, c'est le trouble bipolaire, parce que le trouble bipolaire peut donner des éléments psychotiques, des problématiques de TDAH, des TOC, des problématiques anxieuses, et cetera et du coup, c'est les troubles bipolaires, les troubles psychotiques et après vous déroulez. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu étonné là de la excusez-moi, de la multiplication des formations sur le TDAH parce que pour moi, ça arrive, en dernier en fait, hein. C'est le dernier coup de peinture et autant il faut pas le rater, autant de commencer par ça et de se spécialiser là-dedans, ça me paraît un poil optimiste. Heu, donc là, je me ferais peut-être assassiner. Je dis rien pour choquer, hein, tout est nuancé, effectivement nuançable, si ça allait pas là. Mais le message, c'est que le risque de la polypharmacie, c'est vous venez, vous êtes anxieux, vous avez un anxiolytique, vous êtes dépressif, vous avez un antidépresseur, vous êtes TADA, vous avez un psychostimulant. La psychothérapie pose moins souci parce qu'il y a quand même des éléments communs dans les psychothérapies qui marchent à peu près sur tous les troubles, sauf quand on est sur des troubles sévères où là, il faut quand même une expertise, particulière. Mais sur le plan pharmaco, ça peut pas être de la pharmacologie aux symptômes parce qu'on fait vraiment n'importe quoi. Il y a le problème des comorbidités.
Et donc là, c'est vraiment c'est simple, hein, quand vous avez un trouble psychiatrique, en moyenne, vous en avez 4 ou 5 en même temps. Donc quand vous avez un trouble léger, OK, mais les patients que vous voyez dans des centres tertiaires comme le libéral en ce moment, je trouve, ça c'est un autre débat, ou à l'hôpital psychiatrique, bah, vous avez des patients qui ont 4, 5, 6 troubles et c'est des cohortes entières où les patients ont des troubles de tous les côtés, quoi. Donc soit c'est des gens qui ont vraiment pas de bol et là, on est en train de briser toutes les lois des statistiques les unes après les autres, soit c'est que nos définitions sont merdiques et que, en fait, les manifestations d'un trouble bipolaire peuvent être similaires à celles d'un TDAH. Vous pouvez aussi avoir les 2, mais dans la majorité des cas, et ben, c'est pas qu'il y a 4 troubles d'un coup, c'est qu'il y en a un peut-être un peu plus grave ou un peu plus noble ou antérieur en termes de temps et cetera, qui peut donner lieu à, des troubles comme ça, derrière et donc en fait, d'où la nécessité de l'algorithme. Le trouble bipolaire et le trouble borderline, la comorbidité massive, parce que, bah, à un instant T, de faire la différence aux urgences entre quelqu'un qui a un trouble bipolaire et borderline, il faut être extrêmement fort, hein. Il faut être extrêmement fort. Alors les phases maniaques, c'est facile, on est d'accord, mais après il y a dans les présentations à un instant T immédiate, une vue cross-sectionnelle comme ça là, entre les 2 troubles qui se recoupent énormément. Enfin, je veux dire, c'est ça me paraît très dur de faire la différence juste sur ce qu'on voit et en fait, le DSM, à mon avis et ça a poursuivi l'erreur de la psychanalyse, le DSM vous fait croire et m'a fait croire qu'on peut faire des diagnostics en parlant aux gens. C'est insensé. On les recherches qu'on a fait depuis ont montré que c'était pas satisfaisant et autant pour le trouble bipolaire, ils ont mis quand même, hein, c'est bien d'interroger la famille. Autant pour la majorité des autres troubles, la question ne se pose pas et vous pouvez pas faire de la médecine si vous êtes en train d'appliquer des critères qui ont été définis parfois au pif sur des regroupements des clusters de symptômes qui ont été décidés parfois au pif avec une coefficient de corrélation qui est désastreux, qui a été abandonné par la recherche parce qu'on n'arrivait pas à avancer et présenter ça aux patients en disant que c'est un diagnostic, ça n'est, je pense, pas sérieux, ça fait défaut à la fois aux patients et à la profession. Il est temps d'arriver à se distancer de ça. Donc c'est pas inéluctable le DC, enfin, c'est inéluctable le DCM5 parce qu'il faut bien coder. La CIM11 a les mêmes problématiques, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et donc, la proposition des différents experts sur le sujet, c'est d'abandonner complètement le DSM et vous faites pareil avec la CIM10 où vous faites la cotation CIM10 parce qu'il faut bien rembourser. Il y a quand même des histoires de fric là-dedans, hein. C'est pas la science dans un vacuum, non, il y a des histoires financières derrière. Vous faites les diagnostics SIM10, comme ça c'est fait. Et puis après, le diagnostic médical psychiatrique tel que Hippocrate l'avait voulu. Et là, vous pouvez commencer à discuter avec les gens parce que sinon, ça n'a rien de médical, ça n'a rien d'évidence-based. Ok. Donc après, quand vous faites des études et que vous arrivez et vous avez une étude sur le trouble anxieux généralisé, bah, je sais même pas comment ils sont sélectionnés les mecs, hein. Je sais pas et du coup, on voit que ça marche, on voit que ça marche pas, on voit qu'il y a une réponse placebo de dingo. En fait, ça fait partie des trucs qui plombent les études, on l'a dit et ça fait partie des trucs qui plombent la pratique. Le trouble bipolaire dans le DSM, moi, je pense que, un, c'est un bon exemple et 2, ça fait partie des trucs qu'il faut maîtriser parce que sinon c'est l'enfer. Le trouble bipolaire dans le DSM-3, 1980. Donc là, on est après le lithium. Le lithium, c'est John Ked, d'accord? 1940, il a commencé à faire ça. Euh, et ben, ils ont dit, OK, la maladie maniaco-dépressive, on va couper ça en deux et on va faire trouble bipolaire et de l'autre côté, épisode dépressif caractérisé. La maladie maniaco-dépressive, c'est Kraepelin. Kraepelin, c'était un génie. Il a vécu avant Freud, en tout cas, il était un peu contemporain, mais c'était un peu avant.
Et lui, il avait dit, OK, les observations cliniques cross-sectionnelles, ça vaut rien, il faut qu'on rajoute d'autres choses. On est en psy, on n'a que dalle, et ben, on va rajouter des antécédents familiaux, l'âge de début, l'évolution de la maladie, le pronostic. Et grâce à ça, il avait réussi à définir 4 troubles principaux. Il y avait la General Paralysis of the Insane. Donc ça, c'était les gens qui allaient diagnostiquer de neurosyphilis. Pronostic très réservé avant l'arrivée des antibiotiques, hein. Les antibiotiques ont nettoyé les hôpitaux psychiatriques aussi. La maladie de la démence sénile. En fait, la démence sénile, elle avait compris que ça arrivait beaucoup plus tard et que le pronostic était réservé. En fait, dans son labo, il avait engagé Alzheimer, hein, Louis Alzheimer. Créplin, donc ils n'étaient pas complètement débiles, les deux. Il y avait la maladie maniaco-dépressive. Excusez-moi, la maladie maniaco-dépressive. Donc ça, on va en parler. Et il y avait la démence précoce. Et la démence précoce, c'était la schizophrénie. En fait, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est la schizophrénie de Bleuler, qui a psychanalysé ce qu'avait fait Créplin. Et en fait, les gens ont dit après, ouais, non, mais c'est pourri comme définition, ça. Et donc, en fait, ça s'appelle schizophrénie. Le terme est pourri. Et en fait, ce qu'on utilise de façon opérante, c'est les considérations que Créplin avait mis en place, démence précoce, à savoir ça commence tôt, le pronostic se détériore petit à petit, et relativement réservé. Et donc, il avait fait ces 4 diagnostics-là. Et quand ils ont fait le DSM-3, Créplin était décédé, et donc il avait beaucoup moins d'influence. Et donc, ses considérations sont un petit peu tombées à l'eau. Il s'engueulait un peu avec Freud, hein, d'ailleurs. Et donc, quand ils ont fait le DSM-3, ils se sont dit, bon, ben ok, on a pu montrer que dans les troubles maladies maniaco-dépressives, eh ben, il y avait des gens qui avaient des problématiques qui étaient différentes, même si les deux avaient des dépressions, parce que dans un cas, les dépressions commençaient plus tôt, il y avait des phases hautes, etc., etc. Et cetera. Et donc, ils ont fait la scission, ils ont fait trouble bipolaire et épisode dépressif majeur puis caractérisé. Mais en fait, pour Créplin, si vous faisiez des dépressions récurrentes, vous étiez maladie maniaco-dépressive, hein, il n'y a pas de souci. Mais on a fait cette distinction parce qu'on s'est dit, bon, ben, on va intégrer ces différents éléments qui sont au-delà de l'interrogatoire clinique à un instant T. Et donc l'idée était bonne parce que clairement il fallait le faire, mais l'exécution est discutable parce qu'au final, dans le DSM, ce qui reste là, c'est est-ce qu'il y a eu des phases hautes? Les phases hautes sont décrites avec des termes qui sont complètement à côté de la plaque. La phase euphorique, c'est rarissime. Les phases qui prédominent, c'est les phases mixtes quand on parle de phase haute. Les femmes ne font quasiment pas de phase euphorique. Il y a des patients qui font des phases mixtes il y a 20 ans et qui ils s'en souviennent pas. Et quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez une humeur volubile, extensive, etc., ben, il y en a plein qui comprennent pas trop. Et donc, en fait, aujourd'hui, le diagnostic de trouble bipolaire, il repose sur la présence de phases hautes, principalement, voire exclusivement, et tout le côté âge de début des troubles, réponse au traitement, évolution, cyclicité, impact hormonal, machin, truc, muche, on en parlera, et ben ça a disparu. Et donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que il y a des patients qui se font diagnostiquer atteints d'un trouble bipolaire, puis ils se font récuser du diagnostic juste sur l'interrogatoire. Et c'est, je pense, une honte au serment qu'on a pu prendre. Et c'est tout sauf evidence-based, ça t'arrête là. Enfin, sans interroger la famille et sans aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, et parfois de façon prospective, il est impossible d'éliminer un trouble bipolaire et c'est compliqué de le diagnostiquer dès que vous n'êtes pas dans les clichés extrêmes de la phase euphorique au milieu de l'été, mais celle-là, elle est facile à diagnostiquer, elle pose pas de problème. Le problème, c'est que c'est pas la plus fréquente du tout. Les troubles bipolaires type 1, c'est 1% des gens, type 2, c'est 5, et puis soft bipolaire ou trouble du spectre bipolaire non spécifié, vous appelez ça comme vous voulez, la cyclothymie, etc., etc. Soft bipolaire, d'ailleurs, c'est type 2 et le reste, hein. Et ben, ça peut aller jusqu'à 9%. En fait, on sait pas trop. Voilà, c'est le problème quand on a quelque chose de dimensionnel, c'est qu'on sait pas trop où mettre les limites. Donc la prévalence précise, on la connaît pas. Il n'empêche qu'elle est largement supérieure à celle du type 1.
et l'impact en termes de problématiques suicidaires, en termes de, impact fonctionnel et de souffrance, il a rien à envier au type 1. Les patients atteints de troubles bipolaires, ne serait-ce que type 2, c'est 60, 50 à 60 de phase dépressive. Ils passent 1,8 de leur temps en phase haute, et donc il y a moyen de passer complètement à côté, du truc si vous vous concentrez sur la phase haute, ce que fait le DSM. Donc vous avez des gens qui sont très critiques du trouble bipolaire quand il est abordé, conceptualisé de façon dimensionnelle, parce que bah, le risque, c'est qu'il y en ait trop, etc. Le risque est réel, hein, il n'y a aucun doute. Il y a des patients, des experts qui sont très critiques de l'approche catégorielle du trouble bipolaire, parce que bah, vous en ratez pas mal. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Le trouble bipolaire dans le DSM, on pourra développer là, mais c'est un bon exemple de ce qui est écrit ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé en termes de recherche et ne fait pas honneur à tous les travaux qui ont pu être faits, qui attestent du côté dimensionnel du trouble. Donc, Akiskal, qui est décédé, euh, se retourne un peu dans sa tombe parce que je ne sais pas si ces travaux vont pas un petit peu passer à l'oubli, quoi. Donc, c'est quand même gênant. Je, on va pas faire tous les sous-types là, de troubles bipolaires, mais de façon très claire. Quelqu'un qui fait des phases dépressives tous les hivers depuis 25 ans et qui a fait une phase hypomane de 2 semaines après avoir gagné au loto il y a 40 ans, ça n'a rien à voir avec le patient type qui fait des phases maniaques tous les étés. C'est, c'est parfois le même type, parce que vous faites une phase maniaque une fois et c'est bon. Il suffit que vous soyez dans un environnement qui soit pas le même pour que vous vous fassiez choper par les flics quand vous êtes un peu haut et paf, c'est classant épisode maniaque parce que vous êtes hospitalisé. Mais donc là, c'est encore une image de l'impact sociétal que peut avoir le DSM-5, de considération sociétale que peut avoir le DSM-5. Et donc, en fait, vous avez des patients qui n'ont rien à voir. Et je pense que type 1, type 2, c'est bien. Soit vous faites 25 types, donc Akiskal, il était parti, dans le style, il y a le type 5,5, 9, 3 quarts, je sais pas. Soit il faut faire quelque chose de dimensionnel, et du coup, là, ben, vous allez plus loin que ce que le DSM a fait. Dans le DSM, il y a deux, trois spécifieurs. Alors, c'est avec saisonnalité ou du postpartum, comme on est sur les considérations dépressives. Mais en fait, vous avez un trouble bipolaire, ça suffit pas. Vous avez un trouble bipolaire de type 2, ça suffit pas. Et donc, moi, quand vous me voyez faire des QCM et qu'on dit il y a une patiente qui a un trouble bipolaire de type 1, machin, on répond parce qu'il faut bien qu'on réponde, sinon on passe 2 heures sur chaque QCM. Mais quand vous allez à un centre expert ou un centre excellence ou un centre je sais pas quoi et que votre dossier est présenté, normalement, c'est Madame Machin a un trouble qui a commencé à telle date sur des polarités dépressives d'abord, et puis qui a eu des éléments de mixité. Elle passe tant de temps dépressif, passe tant de temps de mixte, elle passe tant de temps haute. C'est un- une cyclicité où elle est d'abord haute, puis dépressive. Les intervalles libres sont de telle durée, l'impact hormonal a telle ou telle conséquence, que ce soit lors des périodes menstruelles ou lors des périodes de gestation, la saisonnalité a telle incidence, les différentes molécules qu'on a pu essayer, ont fait telle ou telle chose. Et en fait, c'est toutes ces choses-là, c'est toute cette granulosité-là qu'il faudra chercher parce que bah, ça modifie la prise en charge. Alors, peut-être même pas sur le plan pharmaco directement, mais de façon indirecte, si vous avez quelqu'un qui fait des fluctuations thymiques et qui est classe en TDAH, parce que en périmenstruel, elle n'est pas en forme, et ben, faut l'avoir au courant avant de commencer les traitements. Et donc, le diagnostic du DSM-5, là, est insuffisant et le sera toujours tant que le DSM sera rédigé de cette façon. Et je pense que ça réduit énormément l'intérêt de la discipline et la prise en charge des patients, surtout dans une discipline où on n'a rien pour rattraper. Vous n'avez pas
une prise de sang, on en reparlera. Vous n'avez pas une prise de sang qui va vous permettre de mettre en évidence tel ou tel marqueur qui va vous dire que ça répond à tel ou tel médoc. Et moi, c'est ce que je pensais qu'on allait voir dans les méta-analyses, en fait. Pour moi, vous faites une étude sur des patients qui se ressemblent. L'hiver, ils sont moins bien, l'été, ils sont mieux. Ils sont plutôt d'un tempérament hyper timique et ils créent à mort des trucs, et etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand vous faites des études comme ça, vous avez du mal à en recruter 200. Donc, vous en faites une avec 25 et puis vous augmentez la puissance statistique de votre truc avec des méta-analyses et paf, on arrive à se rendre compte que en fait, ben, c'est des patients qui répondent 5% mieux à une demi-dose de lithium avec du magnésium pris en même temps. Et en fait, c'est pas ça du tout qui se passe. C'est pas ça qui se passe. En fait, vous faites une étude dans votre coin, là, où vous prenez des patients. Puis il y a une autre étude qui prend d'autres patients bipolaires. Alors, vu que le diagnostic, personne n'est d'accord, et que les spécifieurs, ils sont pas vraiment abordés, vous pouvez avoir des patients bipolaires qui ont commencé à 25 ans, vous pouvez avoir des patients bipolaires qui ont commencé à 40 parce qu'ils avaient un cancer du sein, vous pouvez avoir des troubles qui n'ont absolument rien à voir, donc des pommes complètement différentes, puis ils vont continuer comme ça. Et puis à la fin, vous mélangez tout, vous faites une méta-analyse. Le problème, c'est que ça ne nous sert à rien. Ça sert enfin, la dernière méta-analyse qui est sortie là, c'était sur les troubles négatifs de la schizophrénie et ce qui sort en premier en termes de médoc, c'est la duloxétine. Mais enfin, c'est une excellente nouvelle, hein, mais moi, ça marche pas, hein, la duloxétine dans les symptômes négatifs. Je sais même pas comment on arrive à définir les symptômes négatifs. Je sais pas si dans les études qui ont été rajoutées, qui ont été mises dans Spellcheck, on a différencié les différents symptômes négatifs, les différentes problématiques cognitives. Et en fait, le problème qu'il y a là avec le trouble bipolaire, il est partout, dans tout le DSM. Alors, dans les diagnostics nobles, scientifiquement validés, c'est encore, c'est extrêmement présent. Dans les diagnostics créés pour des considérations pratiques, c'est l'apocalypse. Et du coup, bah, on trouve rien, et c'est normal. Je sais pas qu'il y a que ça, mais ça participe. Il y a la question des tempéraments affectifs aussi, où ça a été complètement dégagé du DSM. Où là, c'est le tempérament hyperthymique et cyclothymique, et cetera, que vous pouvez avoir. Tout ça, c'est dans les papiers d'Akiscal. On refera éventuellement sur un DQCM, mais je vais pas vous détailler tout ça. Et donc, avec tout ça, se pose la question de l'evidence-based. Euh, Vous faites vos guidelines et vous regardez dans les guidelines comment vous vous arrangez pour dire qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas. Vous regardez dans le Vidal et vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ça. Et euh, vous avez des choses qui sont interpellantes parce que à partir du moment où les diagnostics sont faits de cette façon, je ne peux ressortir que un truc peu utilisable derrière. Et ça, vous pouvez faire 40 000 études, ça va pas trop changer. Donc quand vous regardez comment on fait pour avoir l'AMM, et ben pour l'AMM, pour la dépression bipolaire, il y a la kétiapine. Donc, ils ont fait un mélange type 1 et type 2. Jackpot, c'était bien. Alors, la FDA, à l'époque, ils ont dit, on va dire que ça passe. Ils auraient jamais accepté ça aujourd'hui, hein. Donc, il aurait fallu faire une étude avec les types 1, une étude avec les types 2. Donc, ils ont fait ça. Et quand vous prenez de la kétiapine, ça sédate plein gaz. Donc, c'est pas une étude contre placebo. Et ils ont vu que ça marchait et paf, ça a eu la MM. Donc en 6 semaines, sur une étude de 8 semaines, vous prenez des patients, vous prenez des types 2 au milieu de type 1, vous leur filez de la kétiapine. C'est une étude qui n'est pas contre placebo parce que la kétiapine, faites l'expérience, vous prenez 50 mg de kétiapine le soir, ça décalque. Les gens sont au courant qu'ils ont pris quelque chose. Et paf, c'est evidence-based, ça a la MM, la dose est de 300, la dose a été choisie au hasard aussi, et vous présentez ça, et après ça rentre dans les guidelines, etc., etc. Ne serait-ce que d'avoir des patients qui sont prêts à accepter le fait que, ouais, il y a peut-être une chance sur deux pour que vous ayez un traitement qui soit du placebo, ça montre que c'est pas les patients qu'on a en pratique. Moi, les patients que j'ai en pratique, ils signent pas
pour avoir peut-être du placebo. C'est pas que c'est des bouffes médocs, mais il y en a, on est en train d'essayer de négocier et d'instiller un peu d'espoir. Et donc, si vous leur dites ça, ils s'en vont en courant. Et donc, en fait, il faut faire gaffe avec ce terme qui est utilisé de plus en plus fréquemment parce que c'est compliqué de faire de l'évidence-based alors qu'à la base, à la racine de la discipline, eh ben, il y a des enjeux sociétaux et financiers qui sont venus corrompre la rédaction des diagnostics qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est pas on jette tout, la psychiatrie ne vaut rien, c'est plus il faut franchement nuancer ce qu'on nous apprend, parce qu'encore une fois, moi, ça, je l'ai appris qu'après, et ça aurait été bien que on m'apprenne ça à la fac. Ok. Il y a la question, mais tout est pourri. Enfin, je veux dire, même sur la notion de trouble, en fait, pour que ce soit un trouble, il faut qu'il y ait une répercussion sur le fonctionnement au quotidien. Quand vous avez un cancer de la prostate, au début, il y a pas de répercussions, hein. Il y a même pas de symptômes, hein, et pourtant c'est une maladie. Et donc en fait, la question de est-ce qu'il y a des maladies mentales? Moi, je pense que oui. Est-ce que dans le DSM, on arrive à répondre à cette question? Clairement pas. Et donc maintenant, quand les gens disent quel est mon diagnostic, eh ben, je leur informe avec regret que moi, j'ai pas de connaissance de diagnostic en psychiatrie, que c'est pas de la cardio, il n'y a pas une insuffisance cardiaque gauche. On a une supposition et on écrit ça au crayon à papier, et puis dans 40 ans, on mettra à l'encre trouble bipolaire si jamais on se rend compte que c'était effectivement comme ça que ça marchait ou pas. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Il y a un diagnostic là, un test diagnostic qui est sorti avec une spécificité, une sensibilité qui, à mon avis, déjà sont pas satisfaisants. Moi, si on doit me diagnostiquer un cancer du rein, je préfère être au courant. Les 20% d'erreurs me plaisent pas trop, mais ça, c'est encore autre chose. Et j'en parle là parce que il y a des gens qui vont se faire niquer. C'est comme les questionnaires. Les questionnaires, il y en a qui sont utilisés pour du dépistage en tant que médecin généraliste. Et ça peut pas être utilisé en tant que support diagnostic chez un psychiatre. Un questionnaire peut pas tout faire. Et donc, de la même façon que les dédimères pour suspecter une phlébite, là, quand vous suspectez, ne sont pas utilisables n'importe quand, il y a la question de la suspicion pré-test qui se pose. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances que ce soit une phlébite? Et dans ce cas-là, j'y les cache. Ou est-ce que j'y crois pas trop et je m'en sers pour éliminer? Et ça, c'est présent pour toutes les échelles qu'on fait passer, qui ont pour autre but que de évaluer la réponse au traitement. Et se pose la question aussi de d'où sortent les échelles, parce que la MDQ, en fait, elle est sortie en 2000 par des mecs qui ont bossé chez Abbott, qui est le laboratoire d'Epacote. Donc ça, c'est quand même gênant parce que la MDQ, la spécificité, elle est très faible et il y a tout le monde qui est bipolaire. Ok. Donc en fait, la question, c'est chez moi, alors que chez ce patient, je suspecte un trouble bipolaire en fonction de de l'intensité de la suspicion, et ben, de faire passer une MDQ, qu'est-ce que ça va m'apporter ou pas? Et donc là, c'est pareil. Ce truc de diagnostic-là, c'est pas je viens, je suis dépressif et hop, on me dit que je suis bipolaire. C'est vu ce qui s'est passé, vu la suspicion du psychiatre, vu les traitements que j'ai déjà eus, etc., qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ce diagnostic et ça, ce résultat? Et ça, c'est des trucs auxquels on n'a pas encore répondu parce que c'est pas possible, mais de s'imaginer que ça va révolutionner le truc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est même sans considérer le fait que, ben, en fait, je sais pas comment ils ont calibré leur machine. Parce que c'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, c'est des processus auxquels moi, honnêtement, je comprends rien. Ils pourraient écrire du charabia dans la partie méthodo sur le plan
machine learning que moi, honnêtement, je m'en rendrais pas compte. Par contre, sur comment est-ce que vous calibrez la machine, comment est-ce que vous dites: «Bon, bah, écoutez, c'est ça qu'on cherche parce que ceux-là, ils sont bipolaires, comment on se démerde après?» Et beh, il faut avoir quand même filé des patients, bipolaires, au début. Il y a pas 36 solutions et ça, et ben soit les mecs qui ont fait l'étude, ils ont trouvé un truc de dingue et ils sont en avance sur le reste du monde et ils ont réussi à typer de façon certaine des patients bipolaires, soit, c'est du flan. Et vu comment le papier est rédigé, il y a tout ça sur la partie, ADN, ARN, machine learning et sur la partie «les patients étaient bipolaires», c'est une phrase où il y a marqué: «Les patients étaient bipolaires, il y a 2 psychiatres qui l'ont dit». Donc ce sera peut-être un coup de génie, hein, et ça va peut-être révolutionner la discipline, mais je pense qu'il faut être, précautionneux et si optimiste il faut que ce soit un optimisme un peu raisonné, à mon avis. Voilà. Et ben, s'il y a des questions, il faut les poser en commentaire. Si j'ai choqué qui que ce soit, c'est pas voulu, je suis pas là pour choquer et puis à défaut, je suis maladroit. C'est fait de tête, alors à force, c'est un peu récité, mais c'est fait de tête, donc il y a sûrement des trucs qui sont faux. Il y a des trucs qui sont faux parce que j'ai dit un truc faux d'entrée de jeu et il y a aussi des trucs qui peuvent être faux parce que ça a été corrigé depuis. Et pour trouver les sources de ça, bah, vous avez, Comment le DSM-3 a été fait, qui est un bouquin. Il y a le bouquin de Gemi, il y a le bouquin de Jim Fels. Et pour ceux qui veulent apprendre de la psychiatrie, il y a le Kaplan Sadok qui sort, au milieu de l'année à 500 balles. Ne payez pas des formations sur internet qui sont même pas classantes, diplôme universitaire, des centaines d'euros. Sur le plan pharmaco, vous allez apprendre n'importe quoi parce que vous pouvez pas faire une formation sur le plan pharmaco si vous avez pas fait une formation sur le plan clinique avant. Et ça, vous avez pas ça sur internet où ça va coûter 2000 balles. Tout ce que je vous dis là, si vous achetez 4 bouquins à 70 €, vous avez tout, hein. Donc, on n'est plus en je sais pas quand, il y a plus besoin d'aller à Alexandrie avec sa barque là pour, aller chercher du savoir. Ça arrive sur Amazon chez vous en 2 jours. Faites gaffe à comment vous dépensez votre fric. Bon courage.